Je me suis souvenu d'un article que j'avais trouvé dans le journal local de Jeffersonville, qui décrivait le programme musical de l'église primitive du prophète. Le programme spécial selon le journal était dirigé par Santi Davison. Je me demandais si ce Santi était la même personne que Sammy. Je voulais également savoir si cet homme dirigeait-il la musique à l'église du prophète. Pourquoi a-t-il été choisi par le prophète et pourquoi n'a-t-il jamais été mentionné? La réponse est venue pendant que j'étudiais les liens des hommes impliqués dans le ministère du prophète qui étaient associés à la franc-maçonnerie. L'ordre maçonnique a publié les noms de ses membres les plus élevés, une pratique qui semble inhabituelle aujourd'hui. La franc-maçonnerie est connue pour ses pratiques secrètes et l'absence de liste publique de ses membres. Étonnamment, ce n'était pas le cas dans les années 1930. Santi Davison, le responsable du service de musique du prophète, était un membre éminent de l'ordre maçonnique indépendant des Odd Fellows. Selon la certitude rapportée par les journaux, Santi Davison a dirigé les services d'adoration au tabernacle pentecôtiste de Billy Branham. Dans les récits rapportés par le prophète relatant l'histoire de sa toute première église, il a mentionné qu'il utilisait temporairement la salle des francs-maçons pour organiser ses cultes. Donc, en 1933, alors que nous faisions nos réunions ici au temple des francs-maçons, là où il y a l'église de Christ aujourd'hui, un matin d'avril, alors que nous faisions nos réunions ici au temple des francs-maçons. Au sein du tabernacle, Santi était probablement impliqué dans le recrutement de certains fidèles pentecôtistes pour les introduire dans la franc-maçonnerie. Lors de la transition de l'église de Roy Davis au prophète, Santi était un peintre talentueux, il n'était donc pas surprenant qu'il ait également peint les pancartes accrochées dans la première église du prophète. Santi était profondément impliqué dans l'ordre maçonnique indépendant appelé Odd Fellows et figurait dans des photographies publiées dans le Courrier Journal de Louisville, décrivant chaque membre et son rang. En 1925, sous la photo de Santi Davison, il était indiqué son grade maçonnique avec la mention « Gardien du dehors ». Avoir le grade de garde du dehors signifie qu'il avait été impliqué dans les réunions secrètes depuis un certain temps et qu'il bénéficiait suffisamment de la confiance de la hiérarchie maçonnique pour empêcher toute intrusion lors de ces réunions. Selon les journaux d'Indiana de Jeffersonville et de New Albany, Santi participait aux activités des Odd Fellows depuis 1902. À cette époque, Santi figurait sur la liste des officiers de la loge maçonnique de Tabor. Santi était profondément impliqué dans plusieurs organisations ou fraternités maçonniques. Il était également grand chancelier adjoint des Chevaliers de Béthus. En 1915, Santi était le président de l'ordre maçonnique des hiboux. Ce groupe a aidé à financer les orphelins et les veuves. Tout en étant membre de la loge maçonnique de Jeffersonville, il est œuvré également au sein de l'église du prophète, après avoir été premièrement aux côtés de Roy Davis. Santi vivait à Salem, Indiana. Son rôle de maître de chœur n'a pas commencé au sein du tabernacle pentecôtiste de Billy Branham. En 1901, il a été nommé maître de chœur de l'école du dimanche de Wall Street. Sa peinture de signes n'a pas commencé avec les versets bibliques sur les poutres de l'église du prophète. Santi avait une activité de peintre et faisait partie de l'Union maçonnique des peintres en 1909. Santi a tenté de se concentrer uniquement sur la peinture, ce qui était apparemment un métier dangereux. À un moment donné, Santi s'est empoisonné les yeux dans un accident et a perdu un doigt. Le soir, Santi dirigeait l'Opéra Éther. L'opéra offrait des divertissements vailles au sud de l'Indiana et a attiré des visiteurs de tout le pays. Santi a également participé à des concerts de groupe et a assuré la direction de certaines troupes lors des événements locaux. Il était un écrivain qui publiait des articles humoristiques stimulants dans les journaux locaux. Ces 10 commandements qui auraient été humoristiques pour beaucoup étaient destinés aux propriétaires d'entreprises locales. Il a également écrit de la poésie pour encourager ceux qui étaient au chômage et des articles pour se concentrer sur la famille. Santi faisait ses prestations dans le Snowdrip, un restaurant proposant des sandwichs et des boissons fraîches. C'était un homme d'affaires avisé qui faisait des affaires pour que ses établissements deviennent de manière exclusive l'attraction locale.
De ce fait, il s'accaparait plus de marchés que le cinéma et d'autres divertissements. En quelques années seulement, il a agrandi l'opéra suffisamment pour attirer de grands spectacles. Certains spectacles tels que Finfitter étaient si divertissants qu'ils ont duré 156 soirées à New York et 6 mois à Chicago. En 1930, peu avant l'époque où Roy Davis était le ministre de la musique de Ralph Rader, et avant que Davis ne prenne une grande partie de la congrégation de Rader, l'ordre maçonnique Odd Fellow ont apporté leur assistance au réveil sous tente de Ralph Rader. Santi Davison a dirigé le service d'adoration du tabernacle pentecôtiste baptiste sous la direction de Roy Davis. Le prophète nous a dit qu'il était le pasteur adjoint de Roy Davis en 1930. Il est donc tout à fait possible que cela ait pu être la première fois que Santi Davison rencontrait le prophète, et cela aurait pu être le moment qui a relié les deux hommes. C'était le premier récit publié d'un effort de coopération entre Santi Davison et Roy Davis et selon le calendrier établi par la recherche liant les deux hommes, le prophète. L'union des organisations fraternelles et le christianisme n'a pas été bien accueillie dans la communauté. Le révérend Ralph Rader a été contraint de tenir ses réunions chez les chevaliers de Béthus. Armory, et on peut supposer que Santi Davison était impliqué simplement en raison de son rang. Les ministres locaux considéraient la stratégie non confessionnelle comme une menace parce que Rader, Davis et d'autres utilisaient cette plateforme pour développer leurs nouvelles églises. Dans le cas de Roy Davis et Ralph Rader, ils développaient leurs églises en persuadant les membres d'autres congrégations de quitter leur église d'origine. 2 jours après que Roy Davis ait été arrêté pour violation de la loi lors du réveil de l'église en cours à Jeffersonville, une résolution pour empêcher cette pratique a été adoptée. Pensez aux circonstances inhabituelles au cours des réunions de réveil qui ont relié ces hommes. Sachez que Davison aurait premièrement rencontré le révérend Roy Davis, ensuite le prophète qui était le pasteur adjoint de Davis à l'époque, jusqu'au jour où ils ont vu des agents fédéraux emmener Davis, accusé pour relations sexuelles avec mineurs, une petite fille qu'il a emmenée depuis un autre État. Après que l'église pentecôtiste de Roy Davis ait été incendiée et que les frères Davis aient quitté la ville en 1934, les dirigeants de l'église pentecôtiste de Roy Davis, George D. Ark et d'autres, sont devenus des anciens du tabernacle pentecôtiste de Branham. Ils étaient tous des francs-maçons. Pourtant, avec tout cela, Santi Davison a rejoint Branham en tant que conducteur de l'adoration. Sa première apparition médiatisée dans le tabernacle pentecôtiste de Billy Branham a eu lieu le 2 octobre 1935. Elle n'a pas été annoncée dans la rue à Epine Street, mais la participation de Santi à l'église de Branham en 1935 a eu lieu au tabernacle, et Graham Street, à 2 pâtés demi du bâtiment de Branham Tabernacle qui existe. Il nous est affirmé ici que 90% des membres de l'église de Roy Davis étaient des francs-maçons. Et l'appartenance de Roy Davis à la franc-maçonnerie n'est plus quelque chose à démontrer. Et il va l'affirmer lui-même, comme nous l'avons souligné. Nous l'avons lu ici. Nous avons vu ensemble avec vous dans cette coupure de journal que 90% des membres de son assemblée étaient francs-maçons. Et j'aimerais qu'on relise cet extrait de journal. Je l'ai ici. Nous lisons ensemble. Je l'affiche, voilà. Le docteur Davis nous a informé de la présence de sénateurs, de gouverneurs, de membres du Congrès et d'autres fonctionnaires des États-Unis jusqu'au rang de maréchal de la ville, pourvu qu'ils remplissent les conditions requises pour être des citoyens respectueux des lois. Il a contredit les rumeurs selon lesquelles cet ordre serait sous l'influence de la franc-maçonnerie ou des Odd Fellow, affirmant qu'il n'y avait aucune affiliation si ce n'est que plus de 90% de ses membres appartenaient aux 2 loges. La rumeur court qu'un grand nombre de personnes ont été initiées à l'Empire invisible tard hier soir. Le sentiment semble être qu'une organisation de cette nature pourrait accomplir un bien immense dans cette communauté. Une deuxième conférence aura lieu en ville cette semaine. Et nous avons là le titre du journal Sickerston, Missouri Standard. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Ici, il est bien rapporté ici que
plus de 90% des membres de l'église du roi Davis appartenaient aux deux loges, notamment la franc-maçonnerie et le Odd Philo, appartenaient aux deux loges. Alors, quand on dit 90% des membres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 10 personnes dans l'église du roi Davis, 9 personnes étaient des francs-maçons et appartenaient soit au Odd Philo, soit à la franc-maçonnerie tout court. Vous voyez bien, c'est ce que nous affirme ce journal. Alors, c'est dans cet environnement que Branham commença son ministère au point qu'il occupait le poste d'ancien dans l'église de Roy et Davis, à côté de George D. Ark et à côté de Santé Davidson, qui étaient tous des francs-maçons. Vous voyez? Alors, ce que les croyants du message veulent nous dire, pour nous divertir, c'est de nous laisser entendre que Branham était le seul ancien établi dans l'église de Roy et Davis, un franc-maçon. Le seul ancien qui n'était pas franc-maçon serait Branham. Est-ce possible? Est-ce que vous pouvez l'envisager? Parce que Branham est établi ancien dans l'église de Roy et Davis, dans une église où pour être ancien, il fallait être initié. Et les autres anciens cités ou nommés, désignés, George D. Ark, Santé Davidson et bien d'autres, étaient des francs-maçons. Soit ils sont francs-maçons, soit ils sont Odd Philo. Donc, c'est bien établi. Les membres de l'église de Roy Davis étaient des francs-maçons à plus de 90%. Plus de 90% étaient des francs-maçons appartenant aux deux loges. Alors, maintenant, comment se fait-il que William Branham, qui était prétendument appelé à être un jour prophète, va commencer ses premiers pas dans une communauté franc-maçonnique? Il commence là. Et il est établi ancien. Regardez, en lisant Branham ici, Branham va nous dire ce qui suit dans la prédication, la guérison de la fille de Jairus, prêché le 27 février 55. Branham dit: je suis un prédicateur baptiste d'une église baptiste missionnaire, ordonné par le docteur Roy E. Davis de Dallas, au Texas, et j'ai été nommé ancien local de l'église de Jeffersonville. Alors, donc, Branham commença son premier pas dans une église, une communauté religieuse maçonnique. Et Branham affirme ici qu'il a été nommé ancien local de l'église de Jeffersonville. Ancien local. Il a été nommé ancien. Vous voyez bien? Or, Branham, soulignons-le, avait commencé son tabernacle pentecôtiste avec les membres de l'église de Roy et Davis. Donc, Branham n'est pas allé prêcher un évangile quelque part. Mais Branham a commencé son tabernacle en rassemblant les 90% des membres qui étaient, au fait, le membre de l'église du roi Davis, qui étaient à plus de 90% francs-maçons. C'est avec eux que Branham commence l'église. Vous pouvez voir sur cette photographie de famille, les photographies qui sont prises à l'aube même de la naissance de Branham Tabernacle sont là. Donc, tous ces gens-là sont soit francs-maçons, soit Odd Philo. À plus de 90%. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Branham va signifier dans se ranger du côté de Jésus, prêcher le 1er 6e mois 62, le paragraphe 8. Il dit ce qui suit. Maintenant, quand j'ai posé la pierre angulaire ce matin-là, je n'avais jamais pensé que je serais un pasteur. Et pour commencer, ce n'était pas dans ma vocation et mon premier appel était d'être dans le champ d'évangélisation. Il y a de cela plusieurs années et j'avais commencé ici sous une tente, juste de l'autre côté de la rue. Je me rappelle quand frère Roy Davis là-bas et son église avaient pris feu. Ces groupes de gens étaient juste comme des brebis éparpillées sans berger. Ils n'avaient pas de place où aller et moi, monsieur Hidbertenberg était alors chef de police. Il m'avait appelé là-bas et m'avait dit: nous sommes ici pour vous aider. Il dit: je suis moi-même catholique, mais, dit-il, ces gens n'ont, dit-il, probablement pas d'habits. C'était pendant la période de crise. Il dit: ils se rendent à d'autres églises, mais ils se sentent mal à l'aise et ce sont des braves gens et je connais beaucoup d'entre eux. Et il dit: Billy, si tu veux commencer une église, dit-il, je veux que tu saches que nous sommes derrière toi pour
tout ce que nous pouvons faire en vue de te secourir. Je les remercie pour cela. Alors, vous voyez ici que William Branham affirme très bien qu'il a commencé son église parce que la voix, la recommandation ou l'appel de cet homme qui a fait la proposition à Branham, il dit bien, si tu veux commencer une église. Et Branham n'a jamais commencé des réunions à part ou en privé avant que l'église du roi Davis prenne feu. Et Branham le signifie lui-même là. Il va même ajouter ici dans la prédication un procès prêché le 27 4 mois 64, paragraphe 62, il dit « Et cette église missionnaire baptiste fut réduite en cendres, celle où j'avais été pasteur associé à l'époque. Et M. Davis rentra au Texas, il est originaire du Mont Davis et près de Van Horn au Texas. C'est de là qu'il vient. Et alors, lorsqu'il s'en fut allé, j'ai commencé par prendre la charge de l'assemblée. Je me procurais une tente, puis j'ai commencé à prêcher dans la ville. Je n'étais qu'un jeune prédicateur. Donc, Branham souligne bien qu'il avait récupéré les membres, comme il vient de le dire ici, que lorsque Roy Davis est parti, alors j'ai commencé par prendre la charge de l'assemblée, je me procurais une tente, puis j'ai commencé à prêcher dans la ville. Donc, les premières réunions de Branham sous tente, il les a tenues avec une assemblée récupérée, une assemblée dont plus de 90% des membres étaient francs-maçons. Vous voyez bien? Et Branham l'a bien signifié, il a bien souligné que c'est avec eux qu'il a commencé. Alors, allons dans le vif de notre question relative à la franc-maçonnerie. Déjà ici, si nous avons posé ces bases, c'est pour montrer que il est absolument impossible que William Branham puisse, ne pas être franc-maçon, mais être établi ancien dans une église où plus de 90% des membres sont des francs-maçons. C'est d'abord quelque chose qu'il faut arriver à nous prouver. Et deuxième élément, lorsque l'église, le bâtiment prend feu, Branham récupère les membres de cette église, donc la totalité. Il les récupère. Il commence à tenir des réunions sous tente. Pourquoi? Parce que déjà, il était le pasteur associé de cette église avant qu'elle ne brûle. Vous voyez bien? Et en plus de ça, il était un ancien établi par Roy et Davis pour l'église de Jeffersonville en ce qui concerne leur mouvement. Donc, c'était tout à fait logique que le pasteur ayant fui la ville, étant parti, lui, il puisse récupérer les membres. Et c'est avec le membre là que Branham a commencé ce qu'on appellerait le tabernacle pentecôtiste qui va plus tard devenir Branham Tabernacle dans les années 50. Alors maintenant, regardez une chose. Quand Branham commence à rassembler les francs-maçons, il rassemble les membres de cette église dont le pasteur était Ku Klux Klan, franc-maçon, et Branham commence avec eux. Mais on veut nous laisser entendre que William Branham était le seul ancien de l'église de Roy et Davis qui n'était pas franc-maçon. C'est ce qu'on veut nous laisser entendre. Maintenant, on va interpeller William Branham lui-même. Il va nous parler son langue de bois pour nous donner sa position vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Déjà, pour commencer, on prend la première citation, nous prenons dans la prédication de la seconde venue, prêchée le 20 février 1955. Et nous allons avancer avec lui graduellement jusqu'à ce qu'on arrive à atterrir. Dans cette prédication au paragraphe 14, Branham déclare ce qui suit. Nous voulons remercier les Shiners, n'est-ce pas, les Shiners Auditorium? Les Shiners, ils ont été gentils avec moi partout où je suis allé. Ils ont ouvert leurs portes. Si je montais une tente par mauvais temps, ils ouvraient leurs portes et disaient, « Viens !» Enfin, je suis le seul de ma famille, dans la famille de mon père, ou de ma mère, ou aussi de ma femme, qui soit lié soit aux francs-maçons, soit aux Shiners, soit à quelque chose dans les organisations. Et que Dieu les bénisse, c'est ma prière, qu'il le fasse chacun. Maintenant, nous réalisons que si je pouvais dire cela, que chacun d'entre vous soit chrétien. Si l'Église ne peut produire personne qui soit chrétien, combien plus d'organisations ne le pourraient pas. Mais nous prions pour que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, sauve chacun d'entre eux avant que nous quittions cette terre. Que Dieu vous bénisse tous. Et là, je vous mets la source de cette citation.
Je sais pourquoi. Parce que cette citation va poser un problème à la voix de Dieu qui va essayer de la modifier pour pouvoir faire dire à Branham le contraire. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous lisons? Branham souligne que je suis le seul de ma famille, dans la famille de mon père ou de ma mère ou aussi de ma femme, qui soit lié soit aux francs-maçons, soit aux Shiners, soit à quelque chose dans les organisations. Donc, quand il dit les organisations, donc il y en a plusieurs. Donc, en dehors de ce qu'il vient de citer, il y en a plusieurs. Donc, Branham dit qu'il est le seul qui soit lié. Et Branham ajoute, et que Dieu les bénisse. Il dit, c'est ma prière, qu'il le fasse, chacun. Et il continue, dit, maintenant, nous réalisons que si je pouvais dire cela, que chacun d'entre vous soit chrétien. Là, Branham identifie bien, il s'adresse à son auditoire direct. Il est dans un temple Shiners et il est en train de prêcher dans ce temple-là. Et Branham souligne que il souligne que si je pouvais dire cela, que chacun d'entre vous soit chrétien. Chacun d'entre vous soit chrétien. Ce qui sous-entend que l'auditoire qui écoutait William Branham, ce n'était pas des chrétiens. Et Branham s'arrête et il ajoute, si l'Église, écoutez ce qu'il dit ici qui est compliqué, qui est bizarre, si l'Église ne peut produire personne qui soit chrétien, donc ici Branham est en train de souligner que l'Église ne peut produire personne qui soit chrétien. Donc c'est une difficulté pour l'Église de produire un chrétien. Il continue. Combien plus d'organisations ne le pourraient pas? Donc une façon de leur dire que déjà l'Église elle-même a des problèmes pour produire un chrétien, ou produire une personne qui soit un chrétien. Mais combien plus d'organisations ne le pourraient pas? Donc déjà, vous, en tant qu'organisation, vous ne pourrez pas le faire parce que l'Église a déjà des difficultés de produire un chrétien. C'est ce que Branham est en train de dire. Vous voyez bien? Et il précise, il termine en disant qu'il souhaitait que, il priait le Seigneur, dit, nous prions pour que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, sauve chacun d'entre eux avant que nous ne quittions cette terre. Alors, quand on regarde ici cette citation, la partie qui nous intéresse davantage, c'est celle de savoir où Branham déclare clairement, enfin, je suis le seul de ma famille. D'abord, il commence par les remercier pour lui avoir ouvert largement les portes, chaque endroit où il soit allé. Chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il dressait une tente pour prêcher. Et s'il y avait les Shiners dans la ville, il lui ouvrait largement les portes. En tout cas, il avait cette faveur-là qu'on lui ouvre largement les portes. Et Branham va descendre pour signifier pourquoi est-ce qu'on lui ouvrait les portes. Il dit enfin, je suis le seul de ma famille, dont la famille de mon père, ou de ma mère, ou aussi de ma femme, qui soit liée soit aux francs-maçons, soit aux Shiners, soit à quelque chose dans les organisations. Alors, qui étaient les Shiners? Déjà, les Shiners, c'était une société paramaçonnique. Vous voyez bien? C'était l'ordre arabique ancien des nobles du sanctuaire mystique. C'était une société paramaçonnique nord-américaine fondée par M. Walter Fleming et William J. Florence à New York dans les années 1870. Maintenant, leur particularité est qu'ils recrutent leurs membres parmi les francs-maçons du 3e degré. Donc, ça veut dire qu'il faut être maître maçon pour être recruté pour faire partie des Shiners. Parce que déjà dans la franc-maçonnerie, les 3 premiers grades sont, les 3 grades sont l'apprenti, le compagnon et le maître. Maintenant, le Shiners, eux, ne recrutent pas, parce que quand on dit paramaçonnique, il faut qu'on explique. Paramaçonnique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une organisation qui ne recrute ses membres que parmi les maçons. Et parmi les maçons, c'est pas un apprenti qui va être recruté là-bas, c'est pas un compagnon qui va être recruté là-bas, mais il faut être un maître maçon. Un maître maçon pour avoir une place là-bas. Et le maître maçon est celui qui est apte, vous voyez, le vénérable maître, le maître est celui qui est apte à conduire les travaux d'un atelier maçonnique. Alors donc, Branham ne serait pas lié ou ne ferait pas partie de Shiners s'il n'était pas un maître maçon. C'est pas possible. Vous voyez bien, c'est pas possible. Or, certains vont vous dire, écoutez, Branham, lui, il a dit, parce que dans la même citation que nous venons de lire ici, lorsque vous prenez la version de Voice of God Recording,
bien qu'on a découpé, on a essayé de couper, parce que vous connaissez le principe, hein? Quand Léo Mercier et l'autre trouvent que Branham a fait une déclaration compliquée, compromettante, ils coupaient la bande. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Branham arrive dans les endroits où il fait des déclarations qui semblent compliquées, complexes et difficiles, vous allez toujours voir qu'il y a un espace sur la bande, il y a 3 points de suspension, la partie vide sur la bande. Vous voyez pourquoi? Parce que soit c'est une partie vide, donc on a effacé, soit on a directement coupé. Donc il n'y a pas une connexion entre le dernier mot et le début, l'autre mot qui suit. C'était des pratiques malhonnêtes. Alors, la voix de Dieu va s'arranger. Dans la version de Voice of God Recording, ils vont alors donner une autre version de fait. Ils vont dire que Branham affirme, ils ont fait dire à Branham, mettant une négation, ils ont introduit subtilement une négation pour dire que Branham est en train de dire qu'il est le seul, lui Branham est le seul de la famille de son père, de la famille de sa mère, de la famille de sa femme, à ne pas faire partie des organisations des francs-maçons et des Shyness. Il est le seul qui ne fait pas partie de leur organisation. Il est le seul. Donc, une façon, quand Branham dit qu'il est le seul, ça voudrait dire que tous les restes des membres de la famille de William Branham étaient des francs-maçons, excepté lui, Branham. Et en plus de ça, tous les membres de la famille de William Branham étaient des Shyness, excepté Branham. Or, là où ça pose tout un problème et qui insulte l'intelligence de tout le monde qui lit, c'est quoi? C'est parce que pour être Shyness, il y a premièrement 2 conditions. La première condition, il faut être un homme. Parce que le Shyness ne recrute pas les femmes. Ils n'avaient pas les femmes. Et la deuxième condition, il faut être un maître maçon. Or, si toute la famille de William Branham fait partie de Shyness, ça voudrait dire que toute la famille de William Branham est constituée de maîtres maçons. Donc Charles Branham, maître maçon, les oncles de Branham, maître maçon, la maman de Branham, je sais pas, maîtresse maçon, je sais pas, dans quelle organisation. Pas c'est les Shyness en tout cas. Vous voyez bien? Donc, Meda, franc-maçon, et les parents de Meda, des francs-maçons, tout le monde était des francs-maçons, sauf Branham. Et ensuite, tout le monde était maître maçon. Vous voyez combien c'est dingue? Combien c'est dingue? Combien c'est de n'importe quoi? Vous voyez? Or, Branham affirme très bien qu'il est le seul. Il commence d'abord par les remercier du fait qu'il lui ouvre les portes chaque fois qu'il arrive dans un milieu, par mauvais vent, on lui ouvre les portes, on lui dit viens. Il a commencé par là. Et ensuite, il va souligner qu'il est le seul. Le seul. Il donne la raison pour laquelle les portes lui sont largement ouvertes pendant qu'il parle de la religion dite chrétienne. Il parle de l'évangile, mais on lui ouvre largement les portes parce qu'il était maître maçon. Et que pour les Shyness, le mouvement de William Branham, c'était juste une communauté religieuse franc-maçonnique. Parce qu'ils admettaient dans les États-Unis à cette époque une double identité. Donc quelqu'un pouvait être dans une loge maçonnique et en même temps être dans une communauté dite chrétienne. Et ces églises-là, on les appelait les communautés religieuses maçonniques. Donc c'est une communauté religieuse où les membres qui font partie ont une double appartenance. Donc ils peuvent appartenir à une loge, tout comme ils font partie de cette communauté religieuse. Donc c'était une communauté religieuse franc-maçonnique. Et ça, nous suivons tous ensemble. Maintenant, ici, on va quand même aller pour chuter sur ce point, parce qu'on doit prendre plusieurs numéros, faute de temps. Quand Branham va nous affirmer qu'il est le seul membre de sa famille, ça c'est le premier témoignage. Branham dit qu'il est le seul membre de sa famille à faire partie de la communauté religieuse franc-maçonnique, en d'autres termes, des milieux de francs-maçons et de Shyness ou quelque chose dans leur organisation. Il est le seul. Maintenant, il va nous ajouter quelque chose. Dans la prédication, N'aie pas peur, prêché le 14 avril 61, le paragraphe 49. Et là, on a d'abord lu Branham en 55. Lisons maintenant Branham en 1961. On va avec lui progressivement. Branham dit, maintenant je ne dis rien sur les Kiwanis maintenant. C'est tout en ordre.
Vous voyez, juste certaines personnes prennent parce que je crois que les maçons sont bien. Mais la loge maçonnique ne prendra jamais la place de l'Église ou du sang de Jésus-Christ. Tous mes gens sont des maçons. Et ils sont tous bien en tant que loge. Et le problème de ceci est que vous avez l'Église jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'une loge maçonnique ou n'importe quelle autre loge. L'Église est une maison de Dieu où Christ vit et se manifeste lui-même parmi son peuple. Qu'est-ce qu'on constate ici? William Branham, qui nous affirme que je crois que les maçons sont bien, et il ajoute, tous mes gens sont des maçons. Ils sont tous bien en tant que loge. Alors, lorsque on prend ce texte ici, parce qu'en anglais, c'est All my people are masons. Alors, quand Branham parle ici, certains ont voulu dire dans le mensonge de Branham, ils ont voulu prêcher que Branham est en train de dire que toute ma famille sont des femmes maçons, ils sont bien en tant que loge. Donc, toute sa famille, sauf lui. Ils veulent emmener ça dans ce sens. Mais Branham n'a pas dit all my family. En anglais, il dit all my people. All my people are masons. Or, lorsque Branham dit que tous mes gens sont des maçons, Branham ajoute, ils sont bien en tant que loge. Alors, tous ces gens sont des maçons. Même s'il fait la distinction. Et il ajoute, il dit, et le problème de ceci est que vous avez l'Église, jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'une loge maçonnique ou n'importe quelle autre loge. Vous voyez bien, l'Église est une maison de Dieu où Christ vit et se manifeste lui-même parmi son peuple. Mais comment se fait-il qu'on a d'abord une Église et après, ça devient une loge? C'est Branham qui le dit. Le problème de ceci est, vous avez l'Église, jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'une loge maçonnique ou n'importe quelle autre loge. Donc, ça veut dire qu'on commence par l'Église. Regardez Branham. Mais au finalité, ça devient jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'une loge maçonnique. Mais comment est-ce qu'on peut passer de l'Église pour devenir une loge maçonnique? Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Vous voyez comment Branham s'exprime? Branham dit bien, tous mes gens sont des maçons. Alors, pour la nécessité du temps, j'aimerais juste vous inviter à revenir au prochain numéro. Et au prochain numéro, nous allons répondre à cette question avec William Branham, puisque nous sommes déjà allés avec lui. Là, nous sommes arrivés avec lui en 1961. Et Branham dit, all my people are masons. Branham termine par là. Et si tous les gens de Branham sont des maçons, mais qui est Branham alors? Parce que Branham dit aussi, on va le lire, qu'on vous identifie par rapport au groupe avec lequel vous appartenez. Parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Si vous n'avez pas le même plumage, vous ne volerez pas ensemble. On n'a pas vu la chauve-souris voler avec les oiseaux. On ne les a pas vus voler ensemble. Les chauves-souris volent entre elles. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Et c'est même une déclaration faite par William Branham. Branham dit, on vous identifie par rapport au groupe avec lequel vous côtoyez. Le groupe que vous fréquentez, le groupe avec lequel vous êtes en communion, va permettre à ce qu'on vous identifie. Parce que on ne peut pas dire « All my people are masons », tous mes gens sont des maçons, mais excepté moi. Comment est-ce possible? Alors, qu'est-ce que moi je ferais avec tous les gens qui soient des maçons? Pourquoi tous mes gens doivent être des maçons et moi-même je fais exception? 1. Branham commence ce premier pas du ministère dans une communauté religieuse franc-maçonnique de Roy et Davis, qu'on appelait Premier Tabernacle Pentecôtiste Baptiste. C'était pas l'église missionnaire baptiste, un mensonge de plus. Et de deux, tous les membres, 90%, plus de 90% des membres de l'église de Roy et Davis étaient des francs-maçons ou des hors de philo. Et de trois, Branham commence son église en rassemblant les membres de l'église de Roy et Davis, qui étaient à plus de 90% francs-maçons. Mais Branham ne le récupère pas comme ça dans la rue. Il était d'abord nommé ancien dans cette église des francs-maçons. Branham était nommé ancien là. Donc, il conduisait des francs-maçons. Donc, des gens qui venaient écouter et après qui se retrouvaient en loge. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne nous disait pas que les travaux même en loge se faisaient? Voilà. Donc, les gens qui venaient écouter
et qui se retrouvait dans une loge. Donc, il logeait soit chez les francs-maçons, soit chez les Odd Philo. Mais ensuite, il se retrouvait avec les Branham. Et dans une communauté où, pour être établi ancien, il faut loger loger quelque part. Alors, les autres maîtres ou les autres anciens dans l'église du roi Davis étaient des francs-maçons. Mais on va nous laisser entendre que Branham, c'était le seul qui ne l'était pas. Alors qu'il récupère des francs-maçons qui, en plus de ça, étaient tous baptisés. Pour ceux qui étaient baptisés dans la communauté de Roy et Davis, ils étaient tous baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, y compris William Branham. On aura un numéro sur ça, y compris William Branham. Donc, quand Branham récupère ces membres-là, voilà pourquoi quand Branham va changer plus tard, il va alors commencer à leur dire non, si vous avez été baptisé autrement que au nom de Jésus, vous devez reprendre votre baptême. Mais il y en a certains qui ont gardé leur baptême depuis la base, parce qu'ils l'ont tous pris ensemble et Branham les a pris avec eux. Branham aussi a baptisé les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, même quand il avait déjà commencé le Branham Tabernacle. Il baptisait ainsi. Alors là, c'est un autre sujet. Nous y reviendrons. Alors maintenant, ici, ce que nous retenons ensemble avec vous, c'est d'abord le fait que William Branham est né dans ce milieu-là. William Branham a grandi dans ce milieu et William Branham affirme de sa propre bouche qu'il est le seul membre de sa famille, de la famille de sa femme, de la famille de son père, à faire partie de Shiners ou quelque chose dans leur organisation ou des francs-maçons. Or, pour être membre de Shiners, il faut être maître maçon, pas au-dessous. Parce qu'ils ne prennent pas les apprentis, ils ne prennent pas aussi les autres. Mais ils ne prennent que des maîtres. Donc, ce n'est pas la famille de William Branham, du côté de son père, de sa mère, de sa femme, qui ont été tous des francs-maçons, Shiners, excepté Branham, ce qui ferait une particularité. Parce que jamais il y a eu une famille. Au fait, on aurait connu la renommée de cette famille, où tous les membres de cette famille sont des maîtres maçons. Mais c'est terrible. Mais le problème, c'est que chez les Shiners, il n'y avait pas de femmes. Vous voyez bien, il n'y avait pas de femmes qui puissent être maçons. Les loges féminines ont été créées plus tard, mais les Shiners n'avaient pas de femmes. Donc déjà ici, la femme de William Branham, pour qu'elle soit franc-maçon et elle soit Shiners, c'est pas possible. Vous voyez bien. Donc il est le seul membre, c'est lui. Au fait, je sais même pas comment est-ce qu'on fait. On fait, ça dit que on est arrivé, vous savez, le message de Branham. Ses enfants, son fils Joseph Branham et les autres qui veulent à tout prix maintenir ce business, ont compris que si on laisse ces citations comme ça poserait un problème, puisqu'ils n'ont pas pu tout couper. Donc, ils ont coupé, ils ont voulu créer, maintenant, il fallait à tout prix essayer un peu de créer une négation. Quand vous écoutez ça à l'oreille audio, bien que ça parle un peu bas, mais quand vous écoutez ça avec l'oreille fine, vous comprenez exactement c'est à quoi William Branham faisait allusion. Et la suite va nous démontrer réellement que William Branham n'est pas celui qui faisait exception d'être dans la franc-maçonnerie, mais il est plutôt celui qui était dans la franc-maçonnerie et que les autres, s'ils faisaient exception ou pas, n'était pas notre problème. Mais Branham affirme bien, all my people are Masons. C'est lui qui l'a dit et on ne peut pas le traduire autrement. On ne peut pas dire que Branham dit tous mes gens sont des maçons, excepté lui, alors que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro où nous répondrons à cette question. Est-ce possible de devenir franc-maçon après qu'on soit devenu chrétien? Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.